Si tu vis sur la planète Terre en ce moment, alors tu es certainement informé de la bataille commerciale que se livrent les États-Unis et la Chine. Dans cette vidéo, je me propose de te faire une petite analyse de cette bataille-là, parce qu'en m'intéressant à ce sujet-là, je me suis rendu compte qu'en tant qu'Africain, il y avait énormément de choses que l'on pouvait copier, ou du moins dont on pourrait s'inspirer. Parce que tu vas te rendre compte, en fait, que cette bataille est une bataille qui repose quelque part aussi sur la monnaie. Tiens, on parle de sujet franc CFA éco, tu verras quel impact ça peut avoir là-dedans. Et puis surtout, tu verras quels sont les leviers que la Chine utilise dans sa bataille vis-à-vis des États-Unis et quels sont les leviers que les États-Unis utilisent pour riposter contre la Chine. Et clairement, on verra ce que les Africains peuvent faire à leur niveau pour pouvoir s'inspirer de ces deux grands géants, parce qu'on parle quand même là des deux plus grosses économies mondiales, afin de voir ce qu'on pourrait faire en tant qu'Africains justement pour s'en inspirer et pouvoir voir notre continent émerger simplement. Alors c'est une vidéo qui va être traitée en fait en 2 ou 3 parties, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. J'ai pas envie de me précipiter ou de couper des informations, donc on va prendre le temps. Je vais t'exposer les choses en 2-3 fois et je vais vraiment attendre de toi que tu participes à cette vidéo, déjà en la regardant, en la commentant et en la partageant, parce que c'est un sujet que je pense être assez structurant pour notre continent. Salut et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe et ici on parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels les Africains doivent s'appuyer pour faire émerger leur continent. Donc si toi aussi tu veux participer à cette belle aventure, tu as 2 choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne et active les notifications pour être informé de l'apparition de chacune de nos nombreuses vidéos hebdomadaires. Et la deuxième, va dans la barre de description et clique sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un tout petit livret qui se lit rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset pour t'aider à te lancer et à réussir dans les affaires. Alors si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à réserver rapidement ta place parce que j'organise des formations en présentiel pour te partager des techniques et astuces pour réussir dans l'entrepreneuriat en te donnant les clés, bien évidemment, mais aussi les pièges à éviter. Les prochaines séances sont le 31 août à Paris, le 7 septembre à Montréal, le 21 septembre à Douala au Cameroun, le 9 novembre à Dakar et la date pour Abidjan et pour Cotonou va arriver très bientôt. Dans la barre de description, tu as des petites vidéos avec des liens qui t'expliquent le programme de la journée et comment réserver rapidement ta place. Depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir aux États-Unis, il y a énormément de choses qui ont changé du point de vue américain. L'une des choses que Donald Trump veut changer, c'est le déficit commercial américain. Alors on parle de déficit commercial quand un pays se retrouve à dépenser beaucoup plus d'argent dans ce qu'il achète par rapport à ce qu'il vend. C'est une situation qui est commune en Afrique. Je veux dire, on produit très peu de choses, on fabrique très peu de choses sur place, et donc la plupart de ce que l'on vend à l'extérieur, ce sont nos matières premières. Par contre, on achète énormément de choses en Afrique, donc du coup, les pays africains sont très souvent en déficit commercial. Et je pense qu'on peut s'inspirer clairement des États-Unis justement et de la stratégie de Donald Trump pour pouvoir peser. Alors, qu'est-ce que Donald Trump a décidé de faire? Les États-Unis, c'est quand même pratiquement 850 milliards de dollars de déficit commercial. Et donc, Donald Trump a dit, il y en a marre, il faut que ça cesse. Juste que, dans ce déficit commercial-là, en fait, tout le monde se sert. La Chine, à elle seule, l'année dernière, c'était 420 milliards de déficit commercial. C'est-à-dire que la Chine a vendu aux États-Unis 540 milliards de produits et les États-Unis ont à leur tour uniquement vendu 120 milliards. Donc, la Chine a mis dans la poche 420 milliards de dollars en une seule année. Et ce que je te dis là dure depuis énormément d'années. Donc, en fait, la Chine est en train de devenir petit à petit première puissance mondiale, un peu quelque part grâce aux États-Unis. C'est un peu ça qui est drôle dans l'histoire. Et donc, du coup, Donald Trump veut que cette tendance-là s'inverse. Il y a énormément d'enjeux derrière les sujets. Donc, on va essayer de comprendre justement les mécanismes. Mais attention, il n'y a pas que la Chine qui est concernée, puisque l'Union européenne a aussi un déficit commercial avec les États-Unis, en défaveur des États-Unis. Mais pareil pour l'ALENA, tu sais, l'alliance qui est entre le Mexique, les États-Unis et le Canada. En fait, les États-Unis se retrouvent finalement dans une situation dans laquelle, dans tous les secteurs, ils dépensent beaucoup trop d'argent et vendent très peu. Dans le cas, par exemple, de la Chine, les États-Unis, qu'est-ce qu'ils vendent? Finalement, ils vendent aux Chinois beaucoup de soja. Ils vendent des avions, par exemple, ça leur apporte de l'argent, mais en contrepartie, les Chinois vendent excessivement d'ordinateurs, de tablettes, de téléphones, de vêtements aux États-Unis. C'est incroyable de se rendre compte que finalement, l'argent que les États-Unis dépensent, notamment vis-à-vis de la Chine, c'est pour acheter ce type de produit-là. On aurait tendance à penser que les téléphones, par exemple, les Américains utiliseraient uniquement des téléphones américains, mais non, pas du tout. Et l'un des principaux concernés justement dans cette bataille-là, c'est Huawei.
Tu as peut-être dû entendre parler de la guerre qui est entre Huawei et les États-Unis depuis quelque temps, le fait qu'il n'y aurait plus Google dans les téléphones Huawei, ainsi de suite. On va consacrer toute une vidéo pour parler de Huawei parce que c'est un sujet super intéressant. Moi-même qui te parle, j'ai été pendant longtemps un grand consommateur d'iPhone. Depuis l'iPhone 4 jusqu'à l'iPhone 7, je pense, je n'ai quasiment été que chez iPhone. Jusqu'au jour où j'ai découvert Huawei. Et clairement, Huawei a changé ma vie. Donc, je te parlerai de Huawei, de la thématique et des enjeux stratégiques qu'il y a entre Huawei et les États-Unis. Pourquoi est-ce qu'il y a une vraie bataille derrière? Et quels sont les réels enjeux? Parce qu'en fait, tu vas te rendre compte que derrière la problématique de Huawei, la vraie problématique derrière, c'est la problématique de la 5G. Oui, parce qu'on va parler de 5G dans cette vidéo-là. Mais bon, revenons à notre vidéo actuelle. Le déficit, donc, aujourd'hui, comme je te disais, est clairement focalisé sur le fait que les États-Unis se plaignent de la Chine. Mais quelles sont les plaintes? Il y en a plusieurs. L'une d'entre elles, c'est de dire que le gouvernement chinois soutient beaucoup trop les entreprises de son pays. C'est-à-dire que chaque fois qu'une entreprise chinoise est à l'international, eh bien, le gouvernement chinois la soutient énormément. Par exemple, Alibaba, le géant Alibaba aujourd'hui, pour qu'il devienne le géant qu'il est, la Chine a dû mettre tous les bâtons dans les roues à Amazon. La Chine a dit, par exemple, Amazon ne vendra pas en Chine. Par exemple, tu vas te rendre compte que les Chinois, il y a beaucoup d'applications qui ne sont pas en Chine. Facebook, Google, Amazon, et tout ça n'existe pas en Chine avec un but bien précis. C'est pour permettre aux entreprises chinoises de devenir des géants à l'international, de devenir des entreprises qui pèsent très lourd. Et c'est ce que Alibaba a réussi à faire. Alibaba est aujourd'hui Alibaba grâce au gouvernement chinois. Le parallèle que tu peux faire avec l'Afrique, il est très simple. Est-ce qu'on a des géants en Afrique? Malheureusement, on n'en a pas. On n'a pas de très grosses entreprises africaines. Quand je parle de géants, je parle d'entreprises qui dominent le continent déjà et qui sont hors du continent. Parce qu'il faut bien te rendre compte qu'une entreprise comme Alibaba est devenue leader dans le monde entier grâce à la Chine, certes, mais aussi au fait qu'elle soit sortie de la Chine pour aller vendre en Europe et aux États-Unis. Parce que le marché européen, c'est plus de 500 millions de consommateurs qui ont beaucoup d'argent et le marché américain, on ne le présente plus, quoi. Ils sont très dépensiers. Les entreprises africaines, même celles qui sont des champions, en Afrique, sont souvent des champions locaux, c'est-à-dire un champion national. Regarde les entreprises de ton pays qui gagnent même de l'argent. Elles sont souvent, très souvent à l'échelle nationale. Pourquoi est-ce que les entreprises africaines ne grandissent pas? Pourquoi est-ce qu'elles restent locales? Pourquoi est-ce qu'elles ne deviennent pas sous-régionales, ensuite continentales et après extra-continentales? Alors, il y a énormément de raisons qui justifient cela. Mais je pense que si l'Afrique veut émerger demain, il faut qu'elle s'appuie sur ces entreprises. Parce que, comme on va le voir avec le cas de Huawei, aujourd'hui, la bataille économique, c'est une bataille au niveau des entreprises. L'impérialisme, par exemple, dont on peut souvent se plaindre en Afrique, c'est un impérialisme qui existe parce que les Européens, par exemple, comment est-ce que l'Europe aujourd'hui, par exemple, met des moyens de pression sur l'Afrique? C'est plus forcément grâce au président français qui appelle pour menacer les chefs d'État africains. C'est grâce aux entreprises. C'est parce qu'aujourd'hui, l'économie africaine est très tributaire des entreprises et des multinationales. Dans beaucoup de pays africains, j'ai déjà dit ici à plusieurs reprises, les premiers employeurs sont des entreprises étrangères. Quand le premier employeur de ton pays, c'est une entreprise étrangère, forcément, c'est lui qui va peser sur les lois dans le pays parce que c'est l'économique qui impose les règles politiques. Et donc, à partir de là, forcément, tu es obligé d'avoir des entreprises qui sont des géants nationaux. Malheureusement, pour différentes raisons, parfois stratégiques, les gouvernements africains ne font pas la promotion aujourd'hui des champions locaux. Mais il faut que ça change. Clairement, regarde Dangote. Dangote, aujourd'hui, Dangote, grâce à l'État nigérian. L'État nigérian l'a énormément aidé. L'État nigérian a fermé les portes aux entreprises américaines, aux entreprises françaises qui voulaient venir investir dans les domaines où Dangote était sur place. Elles ont dit, niet, Dangote va être là, on va faire qu'il existe et qu'il devienne grand. On voit la conséquence aujourd'hui, Dangote est l'un des hommes les plus riches au monde grâce à ces entreprises. Le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait plus de Dangote. Deuxième élément que tu peux voir de différence, c'est que les États-Unis ont donc décidé effectivement de pouvoir contrecarrer en accusant la Chine d'une deuxième chose. C'est de dire que la Chine joue beaucoup avec sa monnaie. C'est-à-dire que la Chine dévalue énormément sa monnaie pour être compétitive au niveau de ses exportations. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, les Chinois ont une monnaie, bien évidemment, sur laquelle ils décident. Ils décident aujourd'hui de dire que la monnaie, on va la diminuer, on va l'augmenter, ainsi de suite, en fonction de notre stratégie. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que, par exemple, la matière première, quand tu baisses le prix de ta monnaie, eh ben, ton produit coûte beaucoup moins cher à l'international. Donc, du coup, tu vas vendre beaucoup plus. C'est normal. C'est un peu comme quand une boutique fait des soldes. C'est pour ça, d'ailleurs, par exemple, tu vas te rendre compte que les pays dans lesquels on fait des soldes, c'est des périodes qui sont organisées. Parce que si on laissait tout le monde faire des soldes quand il voudrait, on aurait une compétition qui est très déloyale. C'est-à-dire, moi, je peux décider que
je fais mes soldes aujourd'hui, par rapport à mes concurrents, je vais rafler tous les clients parce que les autres auront leur prix établi. Or, c'est ce qui se passe en fait avec une monnaie. C'est-à-dire, tu as le pouvoir de pouvoir décider quand est-ce que tu baisses et tu augmentes ta monnaie. Le problème avec le franc CFA, c'est que les Africains se sont privés de ce levier-là. On s'est privé de ça parce que la parité entre le franc CFA et l'euro est une parité fixe. Donc, on n'a pas le pouvoir de décider de baisser ou pas la valeur de notre monnaie. La remarque que Donald Trump fait vis-à-vis de la monnaie chinoise, il l'a fait vis-à-vis des Européens aussi. Parce qu'il dit, vous les Européens, votre monnaie est trop faible. Pareil, vous la baissez pour pouvoir jouer sur les États-Unis et faire qu'on soit obligé d'acheter chez vous. Et donc, forcément, Donald Trump, en fait, met donne du poing sur la table à cause de la problématique de la monnaie. Ceux qui pensent que le sujet de la monnaie, c'est un petit sujet, détrompez-vous. C'est un sujet stratégique fondamental pour le développement d'un pays. Et moi, je suis de ceux qui pensent effectivement que nous devons aller vers une monnaie à parité variable. Pourquoi est-ce que je parlais donc de l'ECO? L'ECO, si vous vous souvenez, c'est la nouvelle monnaie qui va remplacer le franc CFA en Afrique de l'Ouest, normalement à partir de 2020. Juste qu'il y a quelques éléments qu'on a appris dessus qui laissent un peu dubitatif. Le premier, c'est qu'à la base, l'ECO devrait être une monnaie qui n'a pas une parité fixe par rapport à l'euro, d'ailleurs qui n'a aucun lien par rapport à l'euro, comme le franc CFA aujourd'hui. C'est une monnaie qui va prendre tous les pays d'Afrique de l'Ouest, y compris le Nigeria et le Ghana. Et bien évidemment, des pays qui sont habitués à gérer eux-mêmes leur propre monnaie ne vont pas revenir dans une alliance qui les oblige à être soumis au franc CFA. Ça n'a pas de sens. Donc du coup, le Nigeria et le Ghana ont dit « niet au franc CFA ». Juste que les pays comme la Côte d'Ivoire ont établi des règles qui disaient que pour pouvoir entrer dans l'ECO à partir de 2020, il faudra avoir rempli certains critères de convergence. Il se trouve que les pays qui remplissent ces critères de convergence là, ce sont principalement les pays qui sont dans la zone CFA, type le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Le souci avec ça, c'est que si le Sénégal et la Côte d'Ivoire intègrent la monnaie en premier, Alassane Ouattara a dit très récemment que lui, il était pour le fait que dans un premier temps, enfin il n'a même pas dit dans un premier temps, il a dit qu'il était pour le fait que l'ECO garde la parité fixe, comme le franc CFA aujourd'hui, ce qui bien évidemment est absurde. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, si on garde cette parité fixe, on aura juste changé le nom en fait. On aura préservé la même monnaie avec les mêmes inconvénients. Parce qu'en fait, ce qui gêne avec le franc CFA, c'est pas le nom franc CFA. Ce sont les mécanismes qui régissent le franc CFA. Et donc, l'inquiétude qu'on a aujourd'hui, c'est de dire que bon, ok, si on veut aller dans une monnaie qui va avoir les mêmes problématiques que le franc CFA, ben à quoi ça sert en réalité? C'est un peu un jeu de dupes. Et donc, bien évidemment, beaucoup d'intellectuels, beaucoup d'économistes sont en train de tirer la sonnette d'alarme. Et je veux la tirer aussi pour dire, faisons très attention à ne pas tomber dans ce jeu de dupes. Je crois véritablement que c'est parce que les Africains se sont mobilisés, se sont levés, se sont battus que le sujet du changement de monnaie est revenu sur la table. Parce qu'il faut bien avoir conscience que c'est un sujet qui date de plus de 30 ans. La monnaie unique en Afrique de l'Ouest date de plus de 30 ans. Si c'est maintenant qu'on veut la mettre en œuvre, c'est parce que les populations africaines se sont levées pour revendiquer cela. Donc, quelque part, les mobilisations qu'on peut faire peuvent avoir un impact. Donc, le sujet de la monnaie est crucial et il faut que les Africains puissent contrôler leur monnaie. Face à ces deux points, justement, que la Chine met comme pression aux États-Unis, ceux-ci ont décidé de contre-attaquer. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Africains devraient s'en inspirer. Ils ont juste augmenté les impôts, les taxations sur les matières chinoises qui entraient aux États-Unis. De telle sorte que pourquoi est-ce qu'on achète de la matière chinoise? Parce qu'en fait, à l'arrivée, elle est moins chère, simplement. Et en mettant une taxe dessus, eh bien, la matière chinoise va devenir un peu plus chère que ses concurrents sur le marché, en fait. Et donc, il n'y a plus beaucoup d'intérêt à l'acheter puisqu'elle est tout aussi chère que les autres. Pourquoi aller l'acheter si elle est chère? Donc, du coup, la stratégie là, c'est de pouvoir augmenter les taxes sur ces produits-là. Et donc, bien évidemment, aujourd'hui, les Américains ont augmenté les taxes sur pas mal de produits chinois qui entrent chez eux. Et de leur côté, justement, ben, les Chinois ont décidé de riposter en augmentant eux aussi les taxes. Qu'est-ce que les pays africains attendent? Je pense qu'on pourrait s'inspirer clairement de ça. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, on vend nos matières premières. Il y a des secteurs dans lesquels les Africains détiennent 60, 70, 80% de la matière première. Prenons par exemple le cas du cacao. Si tu prends tout le continent africain, Nigeria, Cameroun, Côte d'Ivoire, Ghana, le cacao qu'on produit dans ces 4 pays-là dépasse pratiquement, je pense, 80% de tout le cacao dans le monde. Qu'est-ce que les Africains attendent pour pouvoir fixer les règles? Ils peuvent simplement décider, non, que, ok, on vous propose deux choses. Soit vous faites vos usines sur place, soit désormais le prix du cacao va augmenter. Alors aujourd'hui, il y a bien évidemment une réflexion dans ce sens-là parce que le Ghana et la Côte d'Ivoire ont décidé d'augmenter le prix de la tonne de cacao à $2600, je pense, à partir de l'année prochaine.
Et si les principales entreprises internationales ne sont pas d'accord, ils vont arrêter de vendre. C'est une position qui est quand même assez risquée parce que de ce que j'ai appris aux dernières nouvelles, les multinationales ne veulent pas du tout céder à ce chantage-là. Donc bien évidemment, les pays vont être confrontés au fait de tenir leurs promesses, quoi. Comment est-ce qu'ils vont réagir? Donc moi je dis, à un moment donné, il faut que les Africains aussi agissent. C'est ce que les États-Unis viennent de faire. C'est ce que la Chine vient de faire. Tu augmentes tes taxes. Si vous ne voulez pas, si vous voulez continuer de payer le prix de, je sais pas moi, de la tonne de cacao moins cher, ok, on va imposer ce produit à 100%, à 200%, à 300%, mais on augmente la taxe. Croyez-moi, on peut se dire, ils vont aller chez les concurrents. Ok, d'accord. Mais quand vous possédez 80% d'un produit, vous détenez le marché en fait. Si le mec derrière ne veut pas acheter votre produit et décide d'aller l'acheter ailleurs, qu'est-ce qui va se passer? C'est celui qui avait les 20%. Mais il va augmenter ses prix. C'est tout. Puisqu'il va se rendre compte que désormais, il est le seul à vendre et que vous êtes obligé de venir chez lui, il va de fait augmenter ses prix. C'est le jeu de l'économie. Alors dans le cas du cacao, je sais que certains m'ont riposté en disant oui, mais aujourd'hui, par exemple, les multinationales ont stocké du cacao. Et c'est vrai. L'année prochaine, elles n'auront pas de pénurie parce qu'il y a un gros stock de cacao qu'elles ont mis de côté justement pour pouvoir prévenir un éventuel chantage. Mais il faut se poser la question. Si elles ont stocké du cacao, c'est pas de manière illimitée, très clairement. Elles l'ont stocké pour combien d'années? 1 année, 2 années. Les Africains peuvent aussi décider d'investir sur du stockage de leur cacao aussi et de dire, OK, on va se serrer les dents, on va trouver les moyens de pouvoir gagner de l'argent à gauche, à droite, on va stocker notre cacao pendant 1-2 ans. Mais attention, quand vous avez refusé d'acheter notre cacao, quand on vous proposait un prix de 2600, sachez que demain, quand vous reviendrez dans 1-2 ans, quand votre stock de cacao sera terminé, ce sera plus 2600, ce sera 3000, ce sera 4000, ce sera 5000. Parce que vous avez voulu jouer au malin et vous allez payer le prix de cette politique-là. À un moment donné, je veux dire, le général de Gaulle l'a dit, quoi. Entre les États, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. Il faut que les Africains, je pense aussi à mon avis, puissent imposer et peser sur le game en changeant les règles du jeu. Donc voilà, on vient de voir 3 éléments, mais comme je te dis, c'est un sujet qui est très vaste. Et dans la prochaine vidéo, on va parler de Huawei spécifiquement, parce que tu vas comprendre toute la problématique derrière Huawei et la 5G. Et puis dans la dernière vidéo, on verra une autre thématique, toujours dans cette guerre commerciale-là. Donc la première vidéo, c'était aujourd'hui. La prochaine, c'est demain. Et la dernière, jeudi. Je compte vraiment sur toi pour partager. J'ai une question pour toi. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce que tu penses de ce que je viens de t'exposer? Quelle stratégie tu penses que les Africains devraient développer pour pouvoir contrecarrer tout cela? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu es contre ce que je viens de dire? Partage-moi ça dans les commentaires. Et puis, ça fera l'objet aussi de notre live que nous tiendrons demain, mercredi, à 21h sur la chaîne, en direct pour pouvoir en parler. Je compte vraiment sur toi pour participer à tous ces échanges-là. Merci beaucoup à vous de continuer de partager les vidéos. On a l'objectif des 100K pour la fin du mois. Je compte vraiment sur vous, les amis, pour partager massivement les vidéos parce que depuis quelques jours, YouTube a cessé de distribuer mes vidéos, mais il n'y a plus que vous qui pouvez prendre le relais pour les partager massivement. Il faut qu'on atteigne les 100K, c'est l'objectif et ce sera pas possible sans vous. À très bientôt sur la chaîne.